des engelures aux pieds depuis le milieu de l'hiver, Dickens avait pris une semaine de congé et interrompu la rédaction des derniers chapitres de L'Ami commun pour prendre des vacances à Paris. Je ne sais pas si Hélène Ternan et sa mère partirent avec lui. Ce que je sais, c'est qu'elles revinrent en sa compagnie. Vous pensez que de notre époque, les hommes sont mieux? Je pense pas, non. Et c'est de pire en pire. Pourquoi il le dégomme? Parce que je pense qu'il le dégomme parce que dès le départ, on voit que ce monsieur, Charles Dickens, n'est pas forcément un grand homme. Alors que quelque part, le livre va nous prouver que c'est quelqu'un de très spécial. Alors, une dame que je n'ai jamais rencontrée et que je ne souhaite pas rencontrer, une certaine Miss William Clara Pitburn, une amie, m'a-t-on dit, de Charles Walterton, le naturaliste et explorateur qui a raconté ses intrépides aventures à travers le monde avant de mourir d'une chute idiote dans son domaine de Walter Hall 11 jours exactement avant l'accident de Staplehurst, et dont on a prétendu plus tard que le fantôme hantait les lieux sous l'aspect d'un grand héron gris, prenait plaisir à confier aux Times, moyennant finance, de menues médisances. Cet entrefilet malveillant, relatant qu'on avait aperçu notre ami sur le ferry de Boulogne à Folkestone en ce fameux 9 juin, fut publié plusieurs mois après l'accident de Dickens. Il voyageait en compagnie d'une dame qui n'était ni son épouse ni sa belle-sœur, ce qui ne l'empêchait pas de se pavaner sur le pont avec l'allure d'un homme bouffi de suffisance, chaque trait de sa physionomie et le moindre de ses mouvements semblant proclamer avec morgue « Regardez-moi, profitez de l'occasion, je suis le grand, le seul Charles Dickens. Cela suffit à justifier tous mes faits et gestes. » Bonjour vous tous, oui ça va bien. Ça c'est ce que dame a confié aux Times, moyennant finance. Alors, on continue un petit peu. Il nous reste un petit peu de temps. Il paraît que Mrs. Byrne, doit l'essentiel de sa célébrité à un ouvrage intitulé « Intérieur flamand » qu'elle a publié il y a quelques années. À mon modeste avis, elle aurait dû réserver sa plume corrosive à des commentaires sur les divans et les papiers peints. Les êtres humains échappent de toute évidence à l'exiguïté de ses compétences. Il lui rentre dedans. Après avoir débarqué à Folkestone, Dickens, Hélène et Miss Ternan prirent le train de marée de 2h38 en direction de Londres. Là, on est parti sur l'accident. Est-ce que c'est une biographie de Dickens? Non. On n'est pas sur une biographie de Dickens, sauf que on est sur les 5 dernières années de Charles Dickens, revues par Dan Simmons. Et voilà, on est parti avec les circonstances de l'accident. Après avoir débarqué à Folkestone, Dickens, Hélène et Miss Ternan prirent le train de marée de 2h38 en direction de Londres. À l'approche de Staplehurst, ils étaient les seuls passagers de leur compartiment. L'une des 7 voitures de première classe de ce convoi. Le mécanicien filait à toute allure, à presque 80 km à l'heure, lorsqu'ils traversèrent Headcorn, à 3h11 de l'après-midi. Ils étaient sur le point d'aborder le viaduc de chemin de fer près de Staplehurst, bien que le terme de viaduc, que le guide officiel des chemins de fer emploie pour désigner cet ouvrage, soit peut-être légèrement grandiloquent pour qualifier l'entrelac de poutrelles soutenant les lourds madriers qui franchissaient la Bult, un cours d'eau de faible profondeur. Des ouvriers exécutaient sur ce tronçon de voie des travaux d'entretien de routine, le remplacement de poutres vétustes. L'enquête ultérieure, j'ai lu les rapports, a révélé que le chef d'équipe avait consulté un mauvais horaire de chemin de fer et n'attendait pas le train de marée avant 2h. Il semblerait que les voyageurs ne soient pas les seuls à être déconcertés par les horaires de train britanniques, avec leur astérisque à n'en plus finir et leur parenthèse déroutante indiquant les jours fériés, les dimanches et les heures de marée haute. Lors de travaux de ce genre, la police des chemins de fer et la loi britannique exigent qu'un employé brandissant un drapeau soit posté 1000 mètres en amont. 2 des rails avaient déjà été retirés du pont et posés le long de la voie. Mais Dieu sait pourquoi, cet employé et son fanion rouge n'étaient qu'à 550 mètres de la brèche. Un train roulant à la vitesse de l'express de marée Folkestone-Londres n'avait aucune chance de s'arrêter à temps.